Hello, est-ce qu'il faut vendre toutes ses positions sur la bourse ou sur l'immobilier? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'on va avoir un crack? Qu'est-ce qui pourrait le déclencher? Alors d'abord, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que ça fait 5 ou 6 ans qu'on nous annonce un crack qui n'a jamais eu. En fait, à partir de 2012, moi ce que j'ai constaté, c'est que les théories économiques ont arrêté de fonctionner, tout simplement parce que l'économie mondiale en fait a été encadrée par les banques centrales. Et donc depuis 2010, en fait, grosso modo, il valait mieux jouer à la réussite des banques centrales que de jouer la théorie économique. Ils se sont tous plantés intégralement sur Terre. Il n'y a pas eu d'inflation, il n'y a pas eu de déflation, il n'y a pas eu d'explosion de l'or, il n'y a pas eu de perte de contrôle, il n'y a pas eu de crise économique. Depuis 2011 et le problème de la Grèce, grosso modo, il ne s'est rien passé. Ils se sont tous plantés parce qu'ils ont tous refusé de penser que les banques centrales allaient réussir leur pari. Et la vérité, c'est qu'on arrive bientôt, on est en mi-2017, et pour l'instant, les banques centrales ont gagné leur pari. Voilà, ça arrache la gueule à certains de l'accepter, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, quelle est la probabilité que les banques centrales perdent le contrôle de la situation? En fait, c'est pas que ça soit une perte de contrôle de situation, ce serait plutôt un problème politique. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je vais vous montrer quelques graphiques. Le problème politique est le suivant: la Fed n'est pas très copain avec Donald Trump, la Fed n'est pas très copain avec les républicains de manière générale. Je suis pas dans le secret des dieux, mais d'après ce que j'ai compris, la Fed roule plutôt pour les démocrates, et donc ils aimeraient bien a priori faire boire la tasse à Donald Trump en le rendant inéligible dans 4 ans, en foutant bien le bordel. Et il y a un intérêt majeur à tout faire péter maintenant, et on va voir comment ça pourrait se dérouler. Donc en premier lieu, je vous ai trouvé un premier graphique, c'est le Buffett Indicator, c'est ce qui évalue le niveau du PIB par rapport à la capitalisation boursière. Donc on voit qu'on est déjà depuis 1950 dans un extrême, à part en 2000 avec la bulle internet grosso modo, et puis un petit peu la crise, même pas, on est largement au-dessus de la crise de 2007. Donc on arrive à 127% du PIB, ça ressemble à ça en graphique. La crise, on s'écarte, ça c'est la courbe rouge, c'est la courbe du PIB, la courbe bleue c'est la courbe des actions, donc on voit qu'on est en train de complètement s'écarter. Le prix des actions est en train de devenir complètement excessif par rapport à la réalité économique. Ce que j'ai trouvé aussi comme graphique intéressant, c'est le cash disponible chez Warren Buffett dans sa holding. Donc il a quasiment 100 milliards, à peu près 95 milliards de cash actuellement. Donc on voit que c'est en explosion par rapport à 2008 où il s'est mis à acheter quand même malade dans la crise. Donc je rappelle que le gars, à chaque fois, ça fait 20 ans qu'il nous l'a fait. À chaque fois, quand on est en fin de bulle, il est complètement cash et tout le monde dit ouais, il n'arrive pas à égaler les performances du SP500, ça y est, il a perdu ses doigts magiques, il est en train de se gourer. Et puis une crise arrive, et puis là il se met à acheter au moment où tout le monde est en train de paniquer. Je vous rappelle qu'en 2008 on était tous en train de se demander si le système n'allait pas sauter. Résultat, lui il est en train de se racheter Goldman Sachs, une compagnie ferroviaire et compagnie, et ce jour-là je pense que moi il a gagné mon respect, parce qu'en 2008 j'étais comme tout le monde, j'avais vraiment peur que ça s'arrête, que tout saute, et lui pensant, il a acheté, il est en train de nous dire ayez confiance dans l'économie américaine. Personne ne l'a cru, il a acheté, il a fait un énorme paquet d'argent, des milliards d'argent de plus-value. Bon, aujourd'hui, manifestement, il croit beaucoup moins à l'avenir de l'économie américaine, puisqu'il a quand même accumulé 95 milliards de cash et qu'il n'investit pas, donc c'est clairement qu'il est en train d'attendre. Et à mon avis, ce qu'il attend, c'est un marché baissier. Donc, je vous ai préparé 5 autres graphiques qui montrent à quel point on est complètement tendu, la valorisation des actions américaines est complètement irrationnelle maintenant. Donc ça c'est un graphique qui démarre en 1870, donc ça fait quelque chose comme 145, allez, quasiment on va dire 150 ans. Donc le rendement du SP moyen, on voit le rendement en fait, c'est le rendement des actions, le rendement distribué par les 500 entreprises du SP500 pour être très précis. Donc on voit très bien qu'on est quasiment sur les plus bas sur 150 ans, à 4% là de rendement. On a eu une fois pendant la crise de 2008 et pendant la bulle internet grosso modo et les soubresauts qu'on suivi, mais grosso modo dans toute l'histoire de l'économie américaine, les actions américaines n'ont jamais rapporté aussi peu d'argent. Donc elles sont complètement surévaluées. Mais ça va plus loin que ça. Donc le Shiller, le ratio PE-Shiller, donc là on le voit sur pareil 140 ans. Donc on voit qu'on est au niveau du crack de 1929 avec ce ratio là. Mis à part la bulle des années 2000, on n'a jamais touché un niveau aussi élevé. Donc on est un peu en train de faire n'importe quoi, appelons les choses par leur nom.
Ici, c'est le Shiller PE ratio, pareil, en fait, calculé d'une autre manière, par un autre organisme. Donc on voit, ça remonte plus loin encore dans l'histoire, donc on voit qu'il y a toujours cet excès. Ici, en fait, ça c'est ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le rapport entre le niveau des ventes des entreprises américaines du SP 500 et la valorisation en bourse. Donc combien est valorisé, par exemple, si une entreprise vend 1000 $, de biens et de services, combien ça se valorise. Donc actuellement, on est en train de valoriser 2 fois le chiffre d'affaires, 2,15 fois. J'ai fait démarrer la ration en 2000, mais en fait, je l'ai regardé sur les 50 dernières années. On est bien sûr au plus haut du plus haut. Donc on n'a jamais autant valorisé l'acte de vente. Et je vous rappelle qu'une entreprise, elle fait pas des gains parce qu'elle vend des produits, elle fait des gains parce qu'elle fait des bénéfices avec une marge. Donc ça, ce ratio, on est en train de survaloriser de manière assez méchante le chiffre d'affaires des entreprises. C'est très inquiétant. Et ça, c'est un autre ratio, c'est le PE, le forward PE en fait, à horizon 12 mois. Donc, combien on valorise les bénéfices futurs des entreprises du SP500. Donc, pareil, on voit sur un siècle qu'on n'a quasiment jamais valorisé aussi cher les bénéfices futurs à venir. Donc, la probabilité en fait de gagner de l'argent sur les actions américaines est très très faible à horizon 1 an, 5 ans, 10 ans, compte tenu des excès en cours. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des chiffres. Donc ensuite, quel trigger, donc quel déclencheur pourrait amener comme ça, quel événement en fait, c'est la question qu'il faut se poser, quel événement pourrait retourner les marchés à la baisse. Donc déjà, je vous rappelle, moi je maintiens que c'est les banques centrales qui font l'économie et qui font les marchés aujourd'hui. Tant qu'il n'y aura pas l'accord des banques centrales pour faire plonger les marchés, il n'y aura pas de marché baissier. Voilà, les banquiers centraux sont tout puissants. Donc je continue de penser qu'il y a un combat, le Brexit, l'élection de Trump a foutu un peu la merde par rapport aux gens qui contrôlent le monde. À mon avis, il y a deux théories qui s'affrontent aujourd'hui. Soit il y a une théorie qui dit que les gens de New York se sont en guerre fratricide avec la branche de Londres qui contrôle le monde, soit ils ont réellement pris dans la gueule l'élection de Trump et du Brexit, ils ne l'ont pas vu arriver malgré le bourrage de crâne qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis comme deuxième trigger, comme deuxième déclencheur, une élection contraire à l'ordre établi. On peut pas, il y a un certain nombre d'élections qui sont programmées d'ici les 2 ou 3 prochaines années. Il semblerait que le jeu de l'élection et du peuple, ça soit pas quand même un jeu 100% garanti. Donc il se pourrait que des résultats négatifs sortent des urnes et que tout ça, on arrive avec des politiciens qui seraient capables de remettre en cause l'ordre établi. Donc ça, c'est le premier déclencheur qu'il faut suivre à chaque élection. Maintenant, on voit que le Brexit, ils sont en train de noyer le poisson et Donald Trump, il est quand même bien tenu par le système, il a un peu de mal à s'exprimer. Néanmoins, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on s'oriente vers une guerre entre la Fed et Donald Trump, et la Fed a vraiment les moyens de faire plonger l'économie américaine, encore une fois, pour remettre les démocrates au pouvoir dans 3 ans, enfin dans 4 ans. Le deuxième trigger à surveiller, c'est l'explosion immobilière au Canada. Donc le Canada fait à peu près n'importe quoi, tout ce qu'il est possible de faire n'importe quoi en économie. Je pense qu'en ce moment, le Canada nous le fait, donc on va regarder un peu les chiffres, j'en ai trouvé, donc ça c'est le 10 ans. Ce qui se passe, c'est que la Banque du Canada, et c'est pour ça que c'est un peu inquiétant, on voit bien qu'il y a une politique qui vient de monter pour la première fois ses taux d'intérêt en 7 ans, donc on voit bien que là il y a un changement de politique au sein des banques centrales, ce qui est plutôt inquiétant pour notre ami Donald Trump, parce que si le Canada continue à monter ses taux, c'est une poudrière. Le Canada, c'est vraiment la poudrière capable d'envoyer par le fond tout le système. Donc en fait, ça a été suivi par les 5 banques commerciales qui ont augmenté leur taux à quasiment 3%. Donc on sait aujourd'hui que le Canada, il y a une immense bulle immobilière. Je vais vous la montrer en détail. Donc ça, c'est le prix réel des biens immobiliers. Donc le prix réel, ça veut dire l'immobilier déflaté. Donc on enlève l'inflation, qui est le vent, le pipeau dans l'économie mondiale, c'est l'inflation, c'est du vent. Donc il faut toujours regarder les actifs sans inflation. Donc là, on voit donc la crise de 2007 et la bulle qui explose aux États-Unis sur l'immobilier. Donc on voit que le Canada, là, il s'est très très largement écarté. Il est bien plus haut. Il multiplie quasiment par 2 la bulle immobilière des années 2000 aux États-Unis. Donc là, on est en train de faire un énorme excès au Canada sur l'immobilier. Donc c'est complètement déconnecté en fait. La dette donc les ménages, bien sûr, pour provoquer cette bulle immobilière, les ménages sont complètement endettés de folie.
Donc on le voit là, la courbe qui continue à grimper comme ça. Aujourd'hui, le pourcentage de dette détenue par les ménages canadiens par rapport aux revenus imposables, aux revenus disponibles, donc les pourcentages sont complètement déments. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc le salaire du Canada, le salaire moyen, médian du Canadien est en train de se vautrer en termes de progression. Donc non seulement les mecs qui sont en train de se charger de dettes comme des malades, mais en plus les salaires sont en train de plonger, n'arrivent plus à progresser à la même vitesse qu'avant, ils sont plus bas en termes de vitesse de progression. Donc vous savez comme moi que des dettes, vous pouvez payer si votre salaire il augmente, par contre si votre salaire il diminue, vous avez un gros souci. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc ça c'est le même graphique, la dette des ménages par rapport en pourcentage du PIB et la dette américaine et la dette des ménages canadiens. Donc on voit qu'ils sont à plus de 150% du PIB, donc c'est énorme. Surtout, moi ce qui m'intéresse c'est ce graphique là. Il y a aujourd'hui 7% des Canadiens qui travaillent dans la construction. Donc en fait, ça représente le double de la proportion de workers américains dans le domaine de la construction. On sait, les boursiers ont étudié depuis très longtemps la rotation sectorielle. On le voit dans l'histoire depuis 60-70 ans, quand un secteur comme ça commence à prendre trop d'ampleur en termes de job, en termes de capitalisation boursière ou en termes de croissance, il y a systématiquement une correction assez violente derrière. Donc là, typiquement, avec 7% des actifs dans le domaine de la construction, on sait qu'au Canada, ils sont en train de faire, encore une fois, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme graphique? C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Le dernier, en fait, s'il m'en reste un, c'est le dernier, c'est celui qui m'intéresse le plus. Encore une fois, c'est la charge de la dette. Donc la charge de la dette, c'est l'information la moins mise en lumière sur les marchés financiers aujourd'hui ou dans les médias, parce que c'est avec ça qu'on vous manipule, on vous dit toujours, on vous montre toujours les graphiques de l'hyper-endettement français, américain, anglais, tout ce que vous voulez, et on vous ramène une dette par rapport à la taille du PIB. En fait, le plus important, c'est de savoir combien vous remboursez chaque mois, quelle est votre charge d'intérêt, et combien vous gagnez, tout simplement pour savoir quelle est votre aptitude à rembourser vos dettes et à payer votre intérêt. Donc on voit quand même que dans leur folie, les Canadiens ont contrôlé depuis 2010 la charge de la dette des ménages. Et donc toute la question, c'est de savoir si, avec la hausse des taux d'intérêt décidés par la Banque centrale, et c'est là où c'est explosif, et c'est pour moi le facteur, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc la Banque centrale a augmenté il y a une semaine les taux d'intérêt, pour la première fois depuis 7 ans. Donc là, à quoi elle joue? Parce que donc qui dit hausse des taux d'intérêt, c'est beaucoup de taux variables. Qui dit hausse des taux d'intérêt, dit hausse de la taille des remboursements, hausse de la charge d'intérêt. Donc on voit que tout est tendu du slip de tous les côtés. Donc si la Banque centrale remonte une fois ou deux de plus les taux d'intérêt, ça va commencer à coincer en termes de remboursement, ça va commencer à faire exploser les défauts de paiement des dettes immobilières, avec les saisies par les banques, et on pourrait enclencher un cycle. Donc la grande question, c'est toujours pareil, c'est qui ont décidé les politiciens qui contrôlent le monde. Mais on voit à travers le piège canadien que les États-Unis pourraient être exposés derrière, ça pourrait se propager assez rapidement. Vancouver et Toronto sont complètement surévalués. Donc pour moi, c'est le trigger numéro 1 à surveiller. À mon avis, s'ils veulent faire la peau de Trump, à mon avis, les banquiers centraux utiliseront le Canada et cette bulle immobilière en augmentant les taux. Donc on voit bien que les ménages vont très rapidement sauter en fait. Ils vont très rapidement plus pouvoir rembourser parce que là, cette charge de la dette monte à 15, 16, 20%. Il y a un moment où ils pourront plus payer et c'est ce qui va enclencher. Déjà, c'est assez hallucinant que le système tienne debout en l'état actuel des choses. Les Canadiens sont en train de racheter au Costa Rica, ils rachètent dans toute l'Amérique centrale, ils ont l'impression qu'ils sont riches, ils font du cash extraction sur leur maison en fait, ils pyramident leurs actifs pour réemprunter de l'argent auprès des banques en valorisant leur bien principal. Donc en ce moment, il y a un effet richesse qui est maximal, et on le voit, je le vois notamment au Costa Rica, la moitié des acheteurs c'est les Canadiens. C'est assez hallucinant que le système tienne debout comme ça depuis 5, 6, 7 ans. Et à mon avis, si politiquement on veut un marché baissier, eh bien ça se passera par la création d'un accident au Canada qui pourra se propager à la finance américaine. À mon avis, c'est le truc le plus crédible actuellement. Alors ça va pas arriver demain. Moi, je partage pas du tout les avis des gens qui attendent un crack mois après mois comme un peu, j'ai envie de dire un peu comme des idiots, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils font ça que voilà, 5-6 ans, ça fait 12 mois x 5-6, ça fait 60 mois que les mecs ils nous annoncent le mois prochain un crack.
Donc c'est un peu ridicule. Donc je partage pas une opinion. Je pense pas qu'une situation, les cycles sont extrêmement lents. Je pense pas que la situation va se retourner très rapidement. En revanche, je pense que ce piège-là, il faut vraiment le surveiller. C'est en tout cas le job que je me suis mis en tête désormais dans les 3 portefeuilles pour être rentier touchant un meilleur dividende. Si vous ne connaissez pas cette offre, je vous invite à la consulter dans la boutique Objectif Eco. Je vous mets le lien sous la vidéo. Pour moi, on est en fin de cycle. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu de marché baissier. Donc il va falloir commencer à se préparer à orienter son patrimoine. Il y a encore du temps devant soi. À mon avis, il y a au moins plusieurs trimestres. Je vois pas arriver une grave crise là maintenant. On retourne pas une économie et un système encore une fois en quelques semaines ou en quelques mois. Mais j'ai quand même dans l'idée qu'il y a des décisions politiques qui sont en train d'être prises. Et voilà, donc je me prépare enfin en ce qui me concerne à envisager l'arrivée d'un marché baissier. Les marchés actions sont complètement surévalués, les marchés immobiliers sont quand même complètement surévalués. Donc là, tout est aligné pour que ça fasse vraiment très très mal. Et qui est vraiment une crise d'ampleur majeure après quasiment une décennie sans rien. Mais pas avant, pour moi, 2018. Voilà. Donc ce que je peux vous dire par rapport au marché et par rapport à un update sur ma stratégie patrimoniale. On a encore quelques mois ou quelques trimestres tranquilles, mais on se rapproche quand même désormais de l'issue. Peut-être pas fatale, je ne partage pas encore une fois les opinions de certains analystes sur la fatalité de la prochaine crise. Mais on va s'en prendre quand même une méchante et une sévère dans la tronche, ça paraît très probable désormais. Voilà, je vous dis à bientôt.